Le 20 mars 1953, au 10 Riton Place à Notting Hill, en Angleterre, le propriétaire de l'immeuble remarque qu'un couple réside dans l'appartement d'un de ses locataires. Furieux que des inconnus occupent son immeuble sans son autorisation, il les met dehors, sur le champ, avant de constater que l'appartement est complètement vide. Tiens, Monsieur Christie est parti. En effet, il découvre avec stupeur que son locataire avait frauduleusement sous-loué son appartement aux deux inconnus qu'il venait de virer. Bon, l'appartement est officiellement libre, je vais mettre une annonce. Beresford Brown, le locataire du dessus de celui de Monsieur Christie, en voyant l'annonce, demanda au proprio s'il était possible d'échanger le sien avec celui qui allait être en location, car il est bien plus spacieux que celui dans lequel il réside actuellement. Le propriétaire n'y trouve aucun inconvénient et il lui donne les clés en lui permettant de déménager au rez-de-chaussée. Beresford est ravi de son acquisition, mais très vite, quelque chose le dérange. Il y a une odeur étrange dans tout l'appartement. Alors il décide de tout nettoyer, de fond en comble. Il faut que cette odeur disparaisse. Mais malgré tous ses efforts et les produits ménagers, l'odeur persiste. Mais enfin, ce n'est pas possible, si ce n'est pas la saleté qu'avait laissé l'ancien locataire, qu'est-ce que cela peut bien être ? Monsieur Brown finit par se dire que cet appartement avait peut-être de sérieux problèmes de canalisation et qu'il serait, dans les prochaines semaines, obligé de résoudre cela. Mais en attendant, il a d'autres choses auxquelles penser, comme notamment trouver une place pour fixer une étagère dans sa nouvelle cuisine. En observant les 4 murs, il remarqua un renfoncement sur l'un d'eux et se dit que c'était l'endroit idéal pour y fixer l'étagère. Il arracha le papier peint du mur et découvrit derrière celui-ci une porte. Tiens, finalement je n'aurais pas besoin de cette étagère vu qu'il y avait un cellier condamné par ce maudit papier peint. Il décide d'ouvrir la porte, et là, stupeur. Une odeur abominable, encore plus atroce que celle qu'il voulait absolument faire partir de l'appartement, se dégage du cellier. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Beresford Brown tomba nez à nez avec un corps en décomposition. Manquant de s'évanouir, M. Brown prit sur lui et courut vers une cabine téléphonique pour avertir au plus vite la police de Scotland Yard. Un inspecteur arriva sur les lieux de cette découverte macabre et inspecta de plus près le cellier. « Mon cher ami, ce n'est pas un corps que vous venez de découvrir, mais bien 3. » Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de John Christie. C'est une histoire qui n'est pas anodine, car elle a été en fait l'un des éléments déclencheurs de l'abolition de la peine de mort en Angleterre. Rien que ça. Après cette terrible découverte, l'inspecteur de Scotland Yard appela du renfort et décida de fouiller complètement l'appartement ainsi que le jardin commun. Au total, ils découvriront 6 corps en moins de 24 heures. En plus des 3 qui se trouvaient dans le cellier, un autre fut retrouvé sous une latte de plancher et 2 autres enterrés dans le jardin commun. Lorsque les corps sont découverts, la plupart se trouvent dans un état de décomposition avancé et les soupçons autour de M. Brown s'estompent rapidement, car il ne vivait dans l'appartement que depuis 4 jours. Ça ne pouvait pas être lui. Le propriétaire est alors interrogé sur l'identité de l'ancien locataire. Qui cela peut bien-il être ? John Christie. Les recherches sont lancées. Le retrouver coûte que coûte. Scotland Yard envoie une photo de John Christie à de nombreux agents de police ainsi qu'un avis de recherche le concernant. Et ce n'est qu'une semaine plus tard, le 31 mars 1953, que John Christie sera retrouvé assoupi sur un banc près du pont de Putney, le visage et l'allure épuisés. Monsieur Christie ? Oui. Êtes-vous John Christie ? Oui, monsieur. Je suis bien John Christie. Est-ce que vous voulez bien me suivre ? J'aurai quelques questions à vous poser. John Christie suivit le policier jusqu'à ses bureaux. Une fois installé dans une pièce qui ressemblait fortement à celle d'un interrogatoire, le policier assez aimable lui avait offert un café avant de s'installer devant lui et lui annoncer qu'il était accusé du meurtre de sa femme. Et là, vous allez me dire, mais Charlotte, tu nous as parlé de 6 corps, pourquoi est-ce qu'il est accusé que d'un seul meurtre ? En fait, il existe une loi en Angleterre à cette époque-là qui stipule que l'on peut être accusé que d'un seul meurtre à la fois.
pour être sûr en fait que le cas soit traité pour ce qu'il est, et non dans un ensemble d'autres enquêtes. Donc en gros, c'est pour éviter d'être parasité par d'autres preuves, des témoignages, etc. Et donc être condamné plus lourdement que ce qu'il devrait être. Avez-vous tué votre femme, est-elle Oui. Oui, monsieur l'agent. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais oui, on peut dire ça. Et en effet, l'histoire de John Christie est plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour ça, il faudrait commencer par son contexte familial. John Christie, il a une enfance un peu particulière. C'est un enfant qui est de base nerveux, et du coup, il se découvre certaines passions, comme celle du jardinage, dans lesquelles, en fait, il retrouve un certain apaisement. Et ça lui permet d'oublier un peu sa situation familiale, qui ne joue pas en sa faveur. Notamment parce que son père ne l'aime pas, il le trouve trop fragile, trop efféminé, et donc il le maltraite en le frappant régulièrement. Super papa. Il a aussi une mère et 4 sœurs, et durant son adolescence, il va même tomber amoureux de l'une de ses sœurs. Bon, j'ai pas dit que psychologiquement il était ok. Et en fait, c'est aussi à cette période-là de son adolescence qu'il va commencer à détester les filles, parce que toutes les filles qu'il aime le rejettent. Coup dur pour le petit John. Enfin non, pas tant que ça, étant donné qu'il a aussi des problèmes... Enfin, vous avez compris quoi. Voilà. Alors à un moment donné, il va côtoyer des prostituées. Parce que voilà, je vous ai dit, il n'y a aucune femme qui veuille de lui. Et lui, il a certains besoins. Sauf que dans le pantalon, c'est pas ça. D'ailleurs, ça lui vaut quelques surnoms, notamment celui de Reggie Nodick. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais soit. Et donc il y a une certaine frustration qui monte en lui de plus en plus. Au point où, à un moment donné, il va jusqu'à agresser des prostituées et donc avoir un petit casier judiciaire. Donc finalement, il se retrouvera à la fin de ses études sans diplôme, et il commencera par commettre des petits vols, et notamment donc les agressions sur les prostituées, dues à sa frustration, ses surnoms, etc. Mais notre cher Monsieur Christie, à l'âge de 22 ans, va quand même épouser une certaine Ethel Waddington le 10 mai 1920. Et c'est un mariage fragile, étant donné que John, il a des problèmes d'impuissance. Et Ethel, sûrement qu'elle veut un enfant. Donc ça ne va pas dans leur couple, ils ne vivent pas ensemble, mais ils ne veulent pas divorcer pour autant, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas à cette époque, ou en tout cas c'est très mal vu. Les années passent, et dans les années 30, ils décident de s'installer avec Ethel au 10 Rillington Place. Son épouse part régulièrement voir ses amis et sa famille. John en profite alors pour sortir et parfois même faire la tournée des bars. Et c'est ainsi qu'il rencontra Ruth Fuerst. Le feeling passait bien entre deux, et John l'avait ramené chez lui. Ils avaient décidé de coucher ensemble, et tout se passait bien, jusqu'au moment où en fait il a reçu un télégramme d'Ethel pour annoncer son retour dans les jours prochains. Et là, une dispute éclate entre les deux amants. Ruth menace le couple de John en disant qu'elle va tout dire à sa femme, que c'est un goujat, qu'en fait, il devrait avoir honte de ce qu'il a fait. Et John, en fait, il voit rouge. Il ne peut pas supporter cette humiliation plus longtemps et décide alors de l'étrangler. À ce moment, il découvre une sensation incroyable. Il se sent puissant comme il ne l'a jamais été auparavant. Mais voilà, il se retrouve avec un problème. Le corps sans vie de Ruth se trouve au beau milieu de son appartement. Et dans la panique et sans trop réfléchir, il la met sous le plancher. Super idée, John. Super. Donc vous vous doutez bien, rapidement, il va y avoir une odeur, pas forcément très sympa. Et c'est à ce moment-là qu'il va repenser à sa passion du jardinage. Non, là, j'invente pour ceux qui prendraient tout au pied de la lettre. Mais en gros, il va aller enterrer le corps dans le jardin commun de l'immeuble. Et personne ne remarquera le nouveau tas de terre qui a la taille d'un humain dans le jardin commun, parce que dans la période à laquelle se trouve notre cher John Christie, les gens ont autre chose à faire que de taper une bronzette. Les semaines passent et John s'ennuie terriblement. Il veut retrouver cette sensation, cette terrible sensation qu'il a expérimentée lorsqu'il serrait le cou de Ruth entre ses mains. Il attend avec impatience que sa femme retourne voir ses proches, et son souhait se réalise. Il a déjà réfléchi à un plan. Il met alors en place une véritable machine à tuer. Il utilise un masque à gaz qu'il a relié à la gazinière de sa cuisine. Cela permettra à sa victime de perdre connaissance, et ça sera beaucoup plus simple pour lui de l'étrangler si la personne est inconsciente. Il a également une victime en tête, Muriel, une collègue de travail d'environ 30 ans. Elle est malade depuis quelques jours et elle cherche par tous les moyens un remède. C'est chose faite.
Le 7 octobre 1944, il invite Muriel chez lui, en lui disant qu'il a un super traitement à lui proposer. Comme il a servi dans l'armée, il joue dessus en disant que c'est un traitement très secret et que surtout, personne ne doit savoir qu'il lui a donné rendez-vous dans son appartement. Muriel a tellement hâte de pouvoir se débarrasser de ces fichus microbes, qui ne la quittent plus depuis quelques jours, qu'elle accepte sans trop réfléchir. Une fois à son appartement, John lui demande de mettre le masque sur son visage, lui expliquant que pour le traitement, ça va faire effet et que surtout, c'est important pour elle de respirer à plein poumon le produit qui va s'en dégager. Et John, il a pensé à tout. Il a placé une crème pour masquer l'odeur du gaz dans le masque. Muriel perd très rapidement connaissance. Alors John passe à l'acte, il l'étrangle et abuse d'elle post-mortem. Alors que John Christie commence à prendre goût au crime, un jeune couple emménage dans son immeuble en 1948. Il s'agit de Timothy Evans, 24 ans, et de sa femme, Beryl Torley, 19 ans. C'est un couple sans problème. Les amoureux se sont rencontrés par le biais d'un ami, et comme le courant passait bien entre eux, ils ont décidé de se fréquenter et puis de se marier assez rapidement. Au moment où il s'installe au 10 Rington Place, Timothy est routier. Il a l'habitude d'enchaîner les petits boulots car en fait il n'a pas un quotient intellectuel très élevé. Puis Beryl tombe enceinte d'une petite fille qu'ils appelleront Géraldine. Il nage à ce moment-là en plein bonheur même s'il ne roule pas vraiment sur l'or. Mais la tension commence à monter chez ce jeune couple quand Beryl tombe une seconde fois enceinte. C'est une catastrophe car ils n'ont pas assez d'argent pour s'occuper de 2 enfants. Et là, les crises de colère provenant de leur appartement ne fait qu'augmenter. John Christie les entend, car il observe tout. Il entend tout, c'est une vraie petite fouine. Timothy et Beryl cherchent une solution, et pensent notamment à l'avortement. Beryl essaye d'avorter chez elle, seule, mais elle n'y arrive pas. Alors que le désespoir est au plus bas, elle entend une rumeur au sujet de son voisin John Christie. Celui-ci aurait aidé plusieurs femmes à avorter dans son appartement. Elle n'a plus rien à perdre et décide donc d'aller le voir. Oui, bonjour. Monsieur Christie, c'est bien ça ? Ouais, qu'y a-t-il ? J'ai entendu dire que vous avez compris. Elle montra son ventre et effectivement, John avait compris. John Christie accepte d'aider sa voisine. Il lui explique sans trop de détails comment il procédera et comme c'est une situation stressante, il lui donnera un produit à respirer pour se détendre. Vous sentez là d'où y arriver ou pas ? Le 8 novembre 1948, Beryl a rendez-vous avec John. Il a déjà relié son masque à sa gazinière et vous commencez à connaître la suite. Il l'étrangle. Mais voilà, John a un problème. Il doit se débarrasser du corps de Beryl, mais il sait aussi que son mari, Timothy Evans, est au courant qu'elle devait le voir dans la journée. Il doit donc réfléchir à un plan avant le retour de Timothy. Et c'est chose faite. Il attend calmement le retour de Monsieur Evans, et dès qu'il l'aperçoit, il lui annonce bredouille. Monsieur Evans, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Ça concerne votre femme. Timothy Evans est effondré, mais il sait aussi que faire un avortement est illégal et qu'il risque la prison tout autant que John Christie. Comme il n'était pas bien malin, il gobe absolument tout ce que John lui dit lorsqu'il montre le corps de sa femme. Timothy ne remarque pas les traces de strangulation et le sang injecté dans ses yeux. John lui dit qu'ils vont cacher le corps dans la fosse septique de l'immeuble et que pour éviter les soupçons, Timothy doit faire croire à un départ de Beryl. Mais pour que tout soit crédible, il faut cacher leur fille Géraldine pendant quelque temps. Car une mère enceinte qui partirait sans sa petite fille, c'est impensable et fort suspect. Mais Timothy, qui est chamboulé, ne sait pas où placer sa fille et décide de la confier à John, qui se porte volontaire car il prétend connaître un jeune couple qui pourrait s'en occuper. Mais comme Beryl ne donne plus de nouvelles à ses parents et à ses amis, ces derniers commencent à s'inquiéter et envoient alors la police au domicile du couple. Timothy est arrêté, les policiers l'interrogent et ils avoueront très vite que sa femme n'est plus en vie. Il raconte alors la version que John lui avait donnée. En fait, elle a voulu se débarrasser de son bébé, elle s'est empoisonnée
Et dans la panique, en voyant le corps de sa femme, il a caché le corps dans la fosse septique. Mais lorsque la police fouille la fosse septique, il ne trouve rien. Il retourne alors interroger Timothy, qui change de version et qui décide de dire la vérité. Je vous jure, monsieur l'agent, c'est John Christie qui l'a tué en procédant à un avortement. Et je lui ai confié ma fille. Mais les policiers ne croient pas un mot de ce qu'il dit. Je vous rappelle quand même que Timothy, il a un retard mental. Et comme les policiers sont en train de le voir accuser un homme qui est respectable d'apparence, qui a participé à la guerre, qui travaille à la poste depuis 4 ans, donc qui a un métier stable, le choix est vite fait. D'ailleurs, John dira plus tard avoir entendu un bruit sourd dans l'appartement de Timothy qui l'aurait réveillé en pleine nuit et ensuite un espèce d'objet très très lourd qui aurait été tiré sur plusieurs mètres. Il oriente alors les policiers vers une pièce à l'arrière de l'immeuble qui est à l'abandon depuis la guerre, le petit lavoir. Et c'est avec stupeur que les policiers retrouveront les 2 corps sans vie. Lors de cette découverte macabre, Timothy avouera sous la pression les meurtres de sa femme et de sa fille. Oui, j'ai étranglé Beryl au cours d'une énième querelle d'argent et comme ma fille devenait un fardeau, je l'ai aussi étranglée. Puis je les ai mis dans le lavoir, là où personne n'allait. Le procès a lieu le 11 janvier 1950 à Old Bailey. Donc la cour, à ce moment-là, a entendu les témoignages concernant les 2 meurtres. Donc celui, je le rappelle, de sa femme et de sa petite fille. Alors que, à ce moment-là, Timothy Evans était accusé du meurtre de sa fille uniquement. Donc déjà là, il y a quelques informations qui... ça titille un peu. Et au cours du procès, Timothy, il revient sur la vraie version finalement, enfin en tout cas sa version, c'est-à-dire d'accuser John Christie du meurtre de sa femme et de sa fille. Mais le jury, après délibération, déclara Timothy Evans coupable et le condamne à mort. Et il sera d'ailleurs exécuté quelques mois plus tard par pendaison. Mais durant ce procès, en fait, il faut savoir qu'il y a 2 faits importants qui n'ont pas été relevés. Le premier, c'est qu'à aucun moment, ils ont parlé des traces de violences sexuelles qu'ils avaient retrouvées sur le corps de Beryl et qui ont été faites post-mortem. Et cette information-là, en fait, elle aurait remis en cause la déclaration de Timothy Evans lorsqu'il avait avoué le crime de sa femme et de sa fille. Et la deuxième information, en fait, c'est le témoignage de 2 ouvriers qui avaient effectué des travaux dans le petit lavoir quelques semaines auparavant et qui n'avaient trouvé aucun corps au moment des travaux, sauf que les dates, en fait, ne coïncidaient pas avec la version que Timothy avait donnée. Donc là, à nouveau, il aurait pu être innocenté. Parce que, pour ceux qui n'auraient pas compris, les corps ont seulement été placés quelques jours plus tard. Mais pendant ce temps-là, en fait, au moment où les corps ont été déplacés, Timothy, lui, était déjà arrêté. Donc techniquement, il ne pouvait pas les bouger de place. À la suite des accusations de M. Evans, John Christie perdra son emploi. Il sombrera dans une dépression où il perdra une dizaine de kilos. En août 1950, il retrouvera un travail comme secrétaire au British Road Transport Service, où il travaillera durant 2 ans avant de démissionner subitement. Mais pourquoi en fait? Ça, c'est la question que son patron et ses collègues se posent. Car c'est soudain de sa part, ça fait quand même un petit moment qu'il travaille là, et il a plutôt l'air d'apprécier son métier. Et John Christie leur explique simplement qu'il va déménager à Sheffield avec sa femme, car il a trouvé un emploi plus intéressant. Donc notre cher John Christie s'en va, remettant du coup les clés aux fameux locataires qui ont été surpris par le proprio que vous avez entendu au début. Mais très vite, les proches d'Ethel vont interpeller la police parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas de nouvelles d'elle. Et vous connaissez la suite, Ethel va être retrouvée dans son appartement, au 10 Rillington Place. Et donc, après analyse du corps et de l'interrogatoire de John Christie, on sait en fait qu'elle a été assassinée dans le courant de la nuit du 13 au 14 décembre 1952. John a décidé de l'étrangler dans son sommeil et il a fait croire à sa belle famille pendant presque 2 mois que Ethel souffrait de rhumatisme et donc elle n'était pas capable d'écrire des lettres et c'est pour ça que c'était lui qui écrivait à sa place. Quel époux formidable, quelle belle intention de sa part, hein ? Donc, vous vous doutez que quand le légiste donne la date du décès et que la belle famille dit non mais en fait nous on a reçu des lettres de notre chère Ethel qui sont datées de après sa mort. Donc il y a peut-être une petite erreur. Là tous les soupçons se retournent vers le John Christie. Surtout qu'en enquêtant, ils se rendent compte que John Christie, le 16 décembre, il a été revendre dans une bijouterie l'alliance de sa femme.
Alors, dites-moi pourquoi il aurait fait ça si tout allait pour le mieux entre eux, et qu'elle était bien vivante. Étrange quand même, de vouloir revendre son alliance. Et donc tout ça, plus le départ anticipé, bah fatalement ça éveille un peu les soupçons sur notre cher John. Mais donc plus sérieusement, est-elle était devenue un fardeau pour John. Parce que le problème étant que ses pulsions devenaient de plus en plus fréquentes, et que sa femme ne partait pas toutes les semaines ou tous les week-ends voir ses proches ou sa famille, ses amis. De temps en temps, elle aimait bien aussi se poser chez elle. Et donc, après l'assassinat d'Ethel, John, il a tué 3 autres personnes, 3 autres femmes, en une période de 3 mois. Donc il était quand même assez régulier dans ses meurtres. Il a notamment assassiné Kathleen Maloney, Rita Nelson et Hectorina McLennan. Ce sont les 3 corps que la police a découverts dans le placard, donc derrière la porte, derrière le papier peint. Et ces 3 personnes étaient en fait des prostituées, donc il les avait ramenées chez lui pour pouvoir assouvir ses pulsions. Et c'est d'ailleurs grâce au plâtre qu'il avait mis pour sceller la pièce que l'on a pu identifier ces 3 personnes-là, ces 3 femmes, étant donné que elles étaient déjà, quand on les a découvertes, dans un état de décomposition avancé et qu'on n'avait pas toute la technologie actuelle. Et vient maintenant le procès de John Christie. En juin 1953, à Old Bailey, Monsieur Christie se trouve devant la cour. Quand le juge lui demande « Comment plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ?» Christie répond « Non coupable, monsieur le juge. » Lors de sa première audience, il n'avouera rien et quittera la salle pour aller à l'infirmerie car il se sentait affaibli, fragile. Lors des audiences suivantes, il avouera le meurtre de sa femme tout en essayant de plaider la folie et de sous-entendre qu'il souffrait de perte de mémoire. Après cela, c'est au jury de délibérer. Et en à peine 20 minutes, John Christie a été jugé coupable de meurtre pour sa femme le 25 juin 1953. Le 15 juillet 1953, John Christie est pendu à la prison de Pentonville. Et en même temps, à ce moment-là, il y a un scandale qui est en train d'éclater. Si John Christie est bien coupable du meurtre de sa femme, ainsi que des prostituées, plus les corps qu'ils ont retrouvés dans le jardin commun, qui nous dit qu'il n'est pas aussi responsable du meurtre de la petite Géraldine et de sa maman Beryl? Les gens aussi s'interrogent sur le fait que John Christie, il a certes été condamné à mort pour le meurtre de sa femme, mais on l'a quand même pendu assez rapidement pour qu'il évite d'être interrogé et de potentiellement avouer d'autres crimes. Et surtout de se poser la question, est-ce que la justice n'aurait pas fait une erreur et aurait condamné un innocent à mort? Et c'est en partie avec cette affaire que l'on a commencé à remettre en doute et en question la légitimité de la peine de mort, et qu'elle en a été plus tard abolie.